Bonjour à tous et re-bienvenue dans le monde du Baron Samedi. Je suis très heureux de vous recevoir pour cette nouvelle vidéo. Alors il se trouve que je n'ai pas sorti de vidéo depuis au moins 2 semaines car je suis actuellement en train de travailler sur un remake des théories d'Eneru. Mais j'avais déjà pensé à une théorie sur Toki lors du chapitre 968. Malheureusement je n'ai pas eu le temps de le sortir la semaine qui a suivi ce chapitre parce que j'étais assez pris. Mais vu que j'ai assez de temps devant moi ces derniers jours, j'ai décidé de vous la sortir aujourd'hui. Alors il faut savoir que pour cette vidéo théorie, il y aura beaucoup d'éléments qui seront alambiqués pour vous, ou qui vous sembleront complètement tirés par les cheveux. Mais bon, même si je sais qu'elle divisera et qu'elle ne plaira pas à certains, je m'en voudrais de ne pas sortir cette théorie maintenant, et puis je trouve l'idée vachement intéressante, donc je me suis dit, autant la proposer, et puis voir après les réactions. On peut commencer. Alors déjà, pour bien commencer la théorie, il est nécessaire de nous rappeler qui est Toki et surtout la symbolique que représente ce personnage. Ce que nous savons de Toki, c'est qu'elle est née durant le siècle oublié et qu'elle fait partie du clan Amatsuki. Ces deux informations sont importantes car elles lient Toki à un ancien royaume et surtout au peuple des Dits. Et on sait que l'ancien royaume a disparu 800 ans avant le début de nos aventures dans One Piece. De plus, son lien avec le clan Amatsuki fait qu'elle est liée à la lune, ce qui nous rapproche du peuple des Dits, qui lui-même est lié à la lune. Il y a donc une possibilité que l'influence de Toki soit très importante sur le royaume des Dits et surtout l'ancien royaume. Si vous avez vu ma précédente vidéo, j'ai dit que Wano est une des nations de l'ancien royaume, et que les Dits en étaient les rois. Ce qui fait que si le Toki est lié à ce peuple, elle a une très grande importance à jouer sur le monde de One Piece. C'est d'ailleurs l'un des sujets les plus importants qui est lié au personnage de Toki, son importance dans l'œuvre. On a pu la voir dans le flashback où elle est apparue. Beaucoup pensaient qu'elle donnerait énormément d'informations sur le monde du passé, ce qui n'a pas été le cas. Pour ma part, je n'imaginais pas que Toki nous donnerait des informations car Oda prendrait trop de risques sur le siècle oublié. Mais je crois que beaucoup se sont trompés sur l'utilité même du personnage. Et c'est durant le chapitre où Toki a été éloigné de la quête du One Piece que tout est devenu clair pour moi. Bien sûr, c'est une facilité que Oda a utilisée pour écarter Toki et surtout les informations qu'elle pourrait nous donner qui pourraient trahir la nature même du One Piece. Et surtout l'histoire qu'il y a derrière. Il cherchait à gagner du temps. Mais d'un point de vue scénaristique, on peut aussi se poser la question de pourquoi il l'a écarté. Car Toki doit avoir un certain impact dans l'histoire. Mais l'impact qu'elle a n'est pas celui que l'on croit. Nous les lecteurs pensions que Toki aurait une importance sur le temps présent et surtout sur le futur de nos héros. Mais en réalité, je pense que le rôle de Toki se joue dans le passé et qu'elle a une importance à jouer dans le passé du monde de One Piece. Si vous ne voyez pas encore où je vais en venir, je vais vous l'expliquer dans d'autres termes. Lorsque Toki est apparue, nous avons cru qu'elle serait la solution à nos questions, mais en réalité, elle pourrait même être la source même de toutes ces questions. Elle ne serait pas la solution, mais serait en réalité à l'origine du problème. C'est là que je vais vous demander de vous accrocher à mon scénario. En réalité, il existe 2 scénarios, mais tous les 2 partent avec le même point de départ. Bien évidemment, cette théorie ne fonctionnera que si on part du principe que Toki n'est pas morte le soir de l'attaque d'Oden sur Kaido, car je pense que Toki était encore en vie et qu'elle a tout simplement disparu. Ce qui me fait dire cela, c'est que son pouvoir de voyager dans le temps était arrivé à son maximum. Pour justifier cette disparition, j'en viens justement à l'argument du fruit du temps. Toki a strictement stipulé que son fruit ne lui servait qu'à voyager dans le futur. Je suis persuadé qu'elle disait vrai. Mais pour ma part, je pense que le pouvoir du Toki Toki no Mi est un pouvoir qui ne permet que de se déplacer dans le temps que sur des courtes périodes, jamais sur une très grande. Or, c'est justement ce que Toki a fait. Elle s'est déplacée sur une très grande période, sur 800 années. Or, je pense que c'est ce qui l'a épuisé. Mais que se passe-t-il quand le fruit du Toki Toki no Mi ne peut plus faire voyager dans le temps et doit s'arrêter? J'ai une réponse là-dessus que je vais vous partager. Toki nous a bien dit qu'elle ne pouvait pas voyager dans le passé. Mais cela ne veut pas forcément dire qu'elle ne peut pas voyager dans son passé. Et c'est ici que se trouve la subtilité qui est liée à ce fruit. Car pour nous, lecteurs de One Piece, le passé se trouve 800 ans plus tôt. On ne peut donc pas y voyager si on a mangé ce fruit. Mais du point de vue de Toki, tout est différent. L'époque de l'ancien royaume est son époque actuelle. L'anomalie qui est liée à Toki se trouve dans le présent. Toki n'aurait donc pas voyagé dans le passé, elle serait tout simplement revenue à son point de départ. Ce point de départ est l'ancien royaume, et c'est dans cet ancien royaume où elle serait revenue qu'elle aurait transmis toutes les informations qu'elle aurait rassemblées durant ses voyages sur cette période de 800 années. Ces informations, elle les aurait données à quelqu'un qui a gagné énormément d'importance dans les derniers chapitres, et ce personnage, c'est Joy Boy. Je vous demande de vous accrocher car la théorie va devenir de plus en plus difficile à suivre. En associant le personnage de Toki au poneglyphe, j'avais déjà pensé à une théorie. D'ailleurs, j'ai vu un commentaire YouTube sur une vidéo avec une personne qui a dit exactement ce à quoi je pensais. Si cette personne regarde cette vidéo, je le salue et j'espère qu'il commentera et qu'on pourrait échanger là-dessus.
Mais revenons à la théorie. Que savons-nous des poneglyphes? Nous savons qu'ils sont les vestiges de l'ancien royaume et qu'ils nous racontent l'histoire qui s'est passée. Et si en réalité, les poneglyphes ne nous racontent pas l'histoire du passé, mais plutôt l'histoire du futur, ou en réalité celle de notre présent actuel? Et si tout simplement les poneglyphes ne nous racontaient pas l'histoire de 800 ans plus tôt, mais celle des 800 ans plus tard? Alors que l'on soit bien clair, je ne dis absolument pas que toute l'histoire des poneglyphes serait fausse, ou que toute l'histoire qu'on nous a racontée dans One Piece serait fausse. Je pense que l'ancien royaume a bien existé, mais si on part du principe que Toki est retourné dans le passé durant cette période, il est possible qu'il y ait eu des confusions dans les poneglyphes. Comme je le dis dans cette théorie, un paradoxe temporel. Ce paradoxe temporel serait que sans Toki, les poneglyphes n'existeraient pas. Toki aurait très bien pu inspirer le principe de poneglyphes à l'ancien peuple de l'ancien royaume. Mais comment? Dans le présent, elle a vu ces poneglyphes, et surtout, elle était mariée à Oden Kozuki, le garant de ces poneglyphes, le garant de ces écritures. En retournant dans le passé, elle en aurait parlé aux habitants de l'ancien royaume et les aurait prévenus de la catastrophe qui arrive. Se sachant en danger, ils auraient gravé leur histoire dans la pierre pour que 800 ans plus tard, ils ne soient pas oubliés. Toki est une des gardiennes de l'histoire. Maintenant, de quel personnage est-elle la gardienne de l'histoire? Il n'y a qu'un seul personnage qui a pris énormément d'importance dans les flashbacks récemment, et c'est Joy Boy. C'est là que nous irons sur deux théories qui concerneront l'élu, le paradoxe temporel et Joy Boy. La première idée serait que Toki aurait inspiré à Joy Boy l'histoire à raconter dans ses poneglyphes, tout ça grâce à un seul personnage, Oden Kozuki. Toki était la femme d'Oden, elle a voyagé avec lui, et il est fortement possible qu'à son retour, Oden lui ait tout raconté sur ce qu'il avait découvert dans le monde. Oden savait pour les armes antiques, et il savait que l'élu de Joy Boy ferait son retour pour ramener l'ancien royaume et accomplir la promesse de l'ancien roi. Quand Toki est revenu dans son présent, c'est-à-dire 800 ans plus tôt, bien évidemment si on considère qu'elle était liée à l'ancien royaume et qu'elle est revenue à cette époque-là même, elle aura donné l'information à Joy Boy que son héritier allait revenir 800 ans plus tard. Et il se peut même que Toki soit celle qui ait fait en sorte de mettre les Kozuki au pouvoir. Si elle savait que les Kozuki seraient au pouvoir 800 ans après, elle a certainement prévenu les Kozuki de l'époque pour que ceux-ci deviennent les shoguns de Wano et conservent l'histoire pendant 800 ans. Si vous avez vu mes vidéos, vous savez que je me demande pourquoi les Kozuki sont au pouvoir et non pas les Shimotsuki qui sont le clan guerrier du royaume. Mais si Toki est revenu dans le passé et qu'elle a donné aux Kozuki le rôle qu'ils allaient avoir 800 ans plus tard, alors il se peut réellement qu'elle ait fait en sorte qu'ils soient les garants du pouvoir 800 ans plus tôt. Ceci créerait donc un paradoxe temporel, une sorte de boucle temporelle qui se répéterait, liée à Toki. D'où l'importance des poneglyphes qui racontent un futur qui est destiné à arriver et qu'il faut à tout prix changer. Un futur que le gouvernement mondial, dirigé par Im, qui est certainement de l'ancien royaume, essaye à tout prix d'empêcher depuis 800 années. Mais tout ceci expliquerait pourquoi le gouvernement est devenu si agressif envers ceux qui essaient de découvrir l'histoire. Cela expliquerait pourquoi il s'en prend aux familles qui sont liées à l'ancien royaume, mais aussi pourquoi les dits sont traités comme les démons, et pourquoi ils ont été soit exterminés, soit soumis à l'esclavage. Parce qu'ils représentent un danger. Ce danger, c'est la résurrection de Joy Boy. Et il y a d'ailleurs un événement qui prouve cette obstination. Peut-être que vous êtes comme moi, mais est-ce que vous ne vous êtes jamais demandé pourquoi le gouvernement était aussi acharné à vouloir faire assassiner Ace? Je crois que le chapitre 968 de One Piece nous a donné la réponse. Maintenant replaçons-le dans la théorie. Si les poneglyphes parlent de ce qui va se passer 800 ans plus tard, et non pas forcément du passé, et que l'on sait que ces poneglyphes parlent du retour de Joy Boy et d'un élu 800 ans plus tard, ce même élu qui va devoir s'associer avec les armes antiques, alors le gouvernement qui connaissait les poneglyphes et qui connaissait cette prophétie devait absolument faire assassiner tous les élus potentiels, ou plutôt tous les futurs Joy Boy potentiels. Et c'est là que Ace entrait dans l'équation. Roger avait fait en sorte que Ace prenne sa place. Si Ace était le nouveau Joy Boy, il fallait à tout prix le faire assassiner. C'est pourquoi il devenait dangereux de le laisser en vie. Et c'est pour cela qu'on a fait en sorte de le faire exécuter à Marineford. Tout avait été fait pour que Ace devienne le futur Joy Boy. Barbe Noire a voulu former Ace pour que Ace puisse devenir le roi des pirates et prendre le One Piece. Il devenait donc dangereux. La seule solution de s'en débarrasser, c'était de le faire assassiner. Et je crois que c'est pour cette raison
que Garp a fait en sorte d'éloigner Ace et Luffy du monde. Garp ne voulait pas que Luffy et Ace deviennent pirates. Pas forcément parce que c'est un marine. Je pense que Garp avait compris que si Ace et Luffy devenaient des marines, ils ne poseraient plus aucun souci au gouvernement mondial et que leur survie était garantie. Mais rien ne s'est passé comme prévu, et Ace, l'un des Joy Boys potentiels, est décédé. Mais la mort de Ace a révélé un tout autre élu, Monkey D. Luffy. C'est ce qui a tout changé dans l'histoire. Maintenant je vais te demander de me suivre encore une dernière fois pour une toute nouvelle théorie, mais cette fois-ci vous devrez faire preuve d'énormément d'imagination. Toki aurait pu provoquer un second paradoxe temporel. Je pense qu'en lisant ou en voyant One Piece, vous vous êtes souvent posé la question de pourquoi Luffy suivait absolument presque trait pour trait la voie de Roger. Mais en vrai, nous ne nous sommes pas posé la bonne question. Ce n'était peut-être pas Luffy qui suivait les pas de Roger, ce serait en réalité l'inverse. Il serait fortement possible que le Joy Boy des poneglyphes serait en réalité Luffy depuis le tout début. Et l'histoire racontée qui faisait mourir de rire Roger serait en réalité l'histoire de Luffy et de son aventure avec les Mugiwara. Car Luffy et Joy Boy sont la même personne. Et l'histoire des poneglyphes raconte l'histoire de Luffy 800 ans plus tard. Et cette histoire-là, Toki l'aurait racontée dans le passé. Et là, tout prendra un sens différent. Comme par exemple, la promesse que Joy Boy a fait à Poséidon. Et que la lettre d'excuse de Joy Boy serait celle de Luffy qui s'excuserait auprès de Shirahoshi car il n'a pas réussi à tenir cette promesse. Maintenant parlons du chapeau de paille. Tout le monde se demande pourquoi il y a un chapeau de paille à Marijoa. Mais ce chapeau de paille là pourrait être tout simplement lié à Luffy encore une fois. Ce chapeau de paille serait le symbole de Luffy, mais 800 ans plus tôt. Je m'explique. On peut penser que Oden, qui a voyagé avec Roger, connaissait l'importance du chapeau de paille. Je ne pense pas que le chapeau de paille avait une grande signification au départ, mais je pense que les pirates de Roger se sont servis du chapeau de paille pour désigner qui serait le futur Joy Boy. Je pense qu'ils ont fait un pacte, et que Oden a tenu Toki au courant de ce pacte. Lorsque Toki est revenu dans son temps présent, c'est-à-dire 800 ans plus tôt, elle en aura parlé à Joy Boy. Joy Boy et son peuple, en écoutant l'histoire de Toki, auraient éclaté de rire. Sachant que l'élu allait revenir dans 800 ans, ils ont écrit les poneglyphes et auraient célébré sa venue en parlant dans tout le royaume. Aux géants, au roi des mers, à tous les peuples, et auraient célébré la venue de ce nouvel élu. Un élu qui aurait un chapeau de paille. Voilà pourquoi ils utilisaient le chapeau de paille comme un emblème. Ce même chapeau de paille qui sera 800 ans plus tard stocké à Marijoa, et qui nous expliquerait que le futur de Luffy a un grand impact 800 ans plus tôt dans le passé, qui lui-même aura un impact 800 ans plus tard dans le présent de Roger. Et ainsi, nous serions dans un paradoxe temporel et une boucle sans fin que seul l'élu pourrait arrêter. Alors pour que ceci fonctionne, il faudrait qu'on parte du principe que Toki aurait survécu jusqu'au temps de Luffy dans sa vie. Alors, bien qu'on n'ait pas retrouvé son corps, je doute que Toki soit resté encore en vie durant ces 20 années. Je pense qu'elle est déjà revenue à son point de départ. Mais on peut aussi penser que même si elle ne connaissait pas Luffy, le simple récit d'Oden aurait pu suffire à ce que tout ce scénario puisse se réaliser, de toute façon. Mais je voulais quand même vous faire part de cette éventualité de ce scénario qui me trotte dans l'esprit depuis si longtemps. Alors finalement, est-ce que l'histoire de One Piece serait en réalité une boucle temporelle qui ne trouve pas de fin? Il n'y a que Oda qui connaisse la réponse. Ainsi se termine cette théorie. Voilà, j'étais très heureux de vous proposer cette théorie. Je me suis vraiment amusé à la faire. Si vous n'êtes pas d'accord, vous n'aurez qu'à commenter et puis à me dire ce que vous en pensez. Ça ne me dérange absolument pas de débattre avec vous. Au contraire, j'essaie au maximum de répondre à vos commentaires et puis je pense qu'il y a une piste à creuser. Soyez libre de disposer vos likes, etc. Et je vous dis à très bientôt. Merci beaucoup. Ciao.